Erev Tov, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On est deux. Déjà la présence majoritairement féminine nous renvoie à une question. Alors c'est évident que vos maris font babysitter ce soir, mais c'est vrai que quand on parle d'éducation, généralement un enfant ça se conçoit à deux, ça s'éduque à deux. Et il serait intéressant en effet d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le masculin la plupart du temps a tendance à s'imaginer qu'au fond l'histoire de l'éducation passe exclusivement par la femme. Il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. C'est vrai que pour moi c'est une joie de pouvoir partager avec vous une réflexion sur les défis que l'on a aujourd'hui en tant que parents. Mais bien sûr, l'actualité nous amène à repenser au fond, c'est quoi véritablement un parent ? Il se trouve que depuis que les événements ont eu lieu, nous avons d'abord dû nous occuper et partager avec tous les jeunes du groupe d'un des garçons qui a disparu, Yoav, puisqu'il faisait partie d'un groupe qui était avec nous en Israël, qu'il suivait des cours avec nous, partager donc la tristesse, la souffrance, la nécessité d'exprimer, de verbaliser. Et puis il y a eu derrière autre chose, un second événement, avec plus de 300 jeunes qui sont venus. Et puis hier soir, encore une conférence dans laquelle un jeune homme et une jeune fille pensaient qu'ils auraient 20 ou 30 amis qui viendraient, puis on s'est retrouvé plus de 200. Et c'est intéressant de réaliser que, eh bien, ce sont d'abord les jeunes qui se sont posé la question du sens à donner un événement. Et je crois qu'au fond, il y a quelque chose ici de passionnant, de réaliser que, au lieu de répéter en boucle ce que tout le monde a déjà vu, d'être les haut-parleurs des journaux, des radios, des télévisions, de redire l'un à l'autre « mais tu sais ce qui s'est passé alors que l'autre sait parfaitement », eh bien, ceux que l'on appelle les jeunes, qui sont de toute façon informés, qui n'ont pas besoin de dire à l'autre « tu sais » parce qu'ils savent que l'autre sait, ne se sont pas mis dans des positions et des postures de révolte, ne se sont pas enfermés dans des peurs stériles, mais paradoxalement ont des démarches très adultes. Une démarche adulte, c'est lorsque l'on est confronté à une réalité, essayer de lui donner du sens, et plus encore lorsque l'on est parent, réaliser que la manière dont l'enfant va vivre les choses va être déterminée par la manière dont nous, adultes, allons décider de les vivre. Et je parle bien ici d'un choix. Comment décidons-nous de vivre un événement traumatique auquel nous sommes confrontés ? Un parent, c'est avant tout un adulte. Et un adulte, c'est un point de référence. C'est celui qui inculque à l'enfant la manière dont on appréhende le monde, l'histoire, les événements, la vie, les choses. Ce n'est pas juste un individu qui lui apprend à manger proprement, qui le pousse à travailler à l'école, qui lui donne de temps à autre des conseils et parfois des fessées. Un adulte, c'est quelqu'un que l'on observe. Et nos enfants nous observent. Ils nous observent, ils s'imprègnent, non pas juste de nos paroles, mais de nos attitudes, de nos regards, de nos non-dits. Ils s'imprègnent de tout ce que l'on appelle aussi notre communication non verbale, c'est-à-dire tout ce qui passe dans l'au-delà du mot, et donc à partir de cela, comprennent comment au fond l'adulte de référence que nous sommes est en train de leur dire comment on vit le monde et comment on vit les choses. Et donc, avant de rentrer dans la gestion de ce qui se passe, on va réfléchir sur c'est quoi aujourd'hui un adulte qui a la fonction de parent. L'enfant va devenir adulte. Quels sont les points de passage qui nous amènent de l'enfance à l'univers de l'adulte ? Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter un instant avec la langue hébraïque qui définit de manière parfaite ces différentes étapes. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère,
on l'appelle Ubar. Ubar, c'est l'embryon. Ubar qui vient de la racine la'avor, qui veut dire passer. Il est dans un univers de passage. Il va sortir d'un cadre dans lequel il était nourri, logé, chauffé, aimé. Il va se retrouver propulsé dans un monde totalement inconnu. Donc lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, on est en train de lui dire qu'au fond, sa finalité, c'est d'aller ailleurs. Une fois qu'il naît, on l'appelle d'abord Tinok. Tinok, c'est Yonek, c'est celui qui tète. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore une identité parfaite, parce qu'il est encore dépendant du corps de sa mère. Il y a encore un lien particulier qu'il a avec le corps de sa maman, qui est lié au fait qu'elle l'allaite. Et puis un jour, l'enfant est sevré. L'enfant, eh bien, à ce moment-là, s'appelle Yeled. Leïda, c'est la naissance. Traduction, la naissance, c'est la rupture avec la personne qui vous a donné la vie. C'est le moment où l'enfant acquiert une forme d'indépendance. C'est le moment dans lequel l'enfant arrive à se différencier de sa mère et de son corps. Il a habité à l'intérieur de celui-ci, il s'est nourri à partir de celui-ci, et puis à un moment, ça y est, il peut la regarder en face. Il est, au fond, celui qui peut se nourrir face à celle qui se nourrit au même moment. Il y a un face-à-face. Et puis après, il grandit. Il grandit, et il devient quoi donc, cet enfant? Il devient d'abord un adolescent. Un adolescent qui se dit en hébreu Na'ar. Na'ar milachon le Na'er. Na'ar qui vient de la racine le Na'er qui veut dire secouer. Pour ceux qui sont déjà parents d'adolescents, je n'ai pas besoin de leur expliquer. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est une indication de tendance qu'ils vérifieront un jour. L'adolescent, c'est celui qui bouge tout, c'est-à-dire c'est celui qui nous oblige à bouger. C'est celui qui nous oblige à nous remettre en cause. C'est celui qui nous oblige à repenser la relation que l'on a à l'autre dans le couple et à l'autre dans la famille, c'est-à-dire vis-à-vis de lui. Il est passionnant, l'adolescent, même s'il est très fatigant. On n'est pas encore à l'adulte. C'est-à-dire que l'adulte qui est sans arrêt en mouvement est encore dans l'univers de l'adolescence. Certains appellent ça le syndrome de Peter Pan. Et puis après, on n'est pas encore homme et femme, on va devenir Bachour et Bachoura. C'est-à-dire, on va devenir jeune homme, jeune fille. Bachour, qui vient de la racine Bocher, qui veut dire faire des choix. C'est-à-dire que la suite de l'adolescence, c'est la capacité de savoir faire un choix. Vous vous rappelez de cette pub extraordinaire pour une voiture il y a quelques années? La pub était la suivante, elle disait à propos de cette voiture, qui a dit que choisir c'est renoncer? Sous-entendu, en choisissant cette voiture, vous ne renoncez à rien. Mais nous savons très bien que c'est inexact. Choisir c'est renoncer. C'est-à-dire l'étape qui précède l'adulte, c'est celle dans laquelle je suis capable à travers mes choix de montrer que je me positionne et que je renonce à d'autres directions. Et après, on devient adulte. Après, on devient ish, isha, etc. Ça veut dire que l'adulte, c'est quelqu'un qui est censé être stable, c'est-à-dire ancré en terre, quelqu'un qui sait faire des choix, qui sait se positionner, qui n'a pas de doute par rapport aux directions qu'il prend, et c'est ce qui lui permet donc de bien vivre les renoncements qu'il a pu avoir au moment de ses choix. Comme disait l'autre, j'aurais voulu être un artiste. C'est vrai. Mais j'ai fait un autre choix. Ou j'ai fait le choix de l'artiste, je n'en sais rien. Mais le positionnement, c'est au fond l'élément qui précède la dimension adulte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adulte, c'est un individu qui est censé savoir se positionner, c'est-à-dire qui a pris une direction de vie et qui n'est pas dans un mouvement perpétuel. On a tous, bien sûr, nos petits mouvements de part et d'autre, mais l'adulte, même s'il a ces petits mouvements de part et d'autre, et c'est un peu normal, on n'est pas toujours stable, il a quand même un axe, il a quand même une direction. Ça, c'est ce que l'enfant a besoin de trouver lorsqu'il observe et qu'il découvre son parent. Et donc déjà, nous, avant de savoir comment nous allons gérer
nos enfants, quand ils sont confrontés à cette réalité lourde que nous vivons actuellement, nous devons nous poser la question quel type d'adulte nous sommes pour pouvoir, à partir de cela, réfléchir sur la fonction de parent qui doit être la nôtre. Et comment ici jouer le rôle, même si aujourd'hui le terme est un peu à la mode, du parent protecteur, mais dans le sens le plus large qu'il soit. Être adulte, c'est donc savoir où l'on va, c'est-à-dire avoir fait des choix de direction. Quels sont mes objectifs? Vers où je tends? Et qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Quelles sont les valeurs qui doivent être les leurs? Et donc, à partir de cela, quelle stratégie, quelle démarche je mets en place? Si je désire que mon enfant soit bien élevé, c'est-à-dire qu'il ait un langage avec une certaine forme d'élégance, si je veux que mon enfant apprenne à réfléchir, si je veux que mon enfant ne soit pas soumis à des traumatismes, et je suppose que c'est le minimum de ce que tout parent qui est censé être adulte a comme objectif, déjà je supprime tout ce qui pourrait être à l'encontre de cela. Donc toutes les images funestes et violentes. Toutes les choses qui peuvent amener l'enfant justement à ne pas se concentrer, à apprendre à ne pas réfléchir. Je fais en telle sorte que ces petites écouteurs qui sont dans ses oreilles n'y soient que très peu de temps, parce qu'au moment où vous êtes pris par une musique, vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau pour réfléchir, en tout cas c'est complexe, même si certains y arrivent. C'est tout bête, mais c'est ça un positionnement. Je veux donner à mon enfant les moyens de la réussite et je lui offre les moyens de ne pas réussir. Paradoxe, surprenant. Je lui donne les moyens d'avoir l'esprit permanent, en permanence occupé par quelque chose, c'est-à-dire je lui dis ne mange pas de chocolat, mais je le fais vivre chez Godiva ou dans d'autres chocolateries du même type. On peut y arriver, mais c'est légèrement compliqué. Donc déjà, avant de rentrer dans la manière dont nous avons, nous, décidé de savoir gérer une situation en tant que parents, n'oublions pas de réfléchir à ce que veut dire être parent. On ne peut pas l'occulter. Et comme vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, Madame Catan, aujourd'hui, les parents réfléchissent lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. C'est-à-dire que c'est l'émergence, l'arrivée des problèmes qui nous amène à commencer à réfléchir sur ce que l'on devrait faire par rapport à l'enfant. J'ai souvent des parents qui m'appellent et qui me disent « voilà, il se passe A, B ou C ». Et je leur dis « tiens, c'est marrant, ça a émergé du jour au lendemain. C'est-à-dire un beau jour, c'est arrivé comme ça, c'est intéressant. Vous ne pensez pas qu'il y a eu un processus et que là, c'est la fin du processus que l'on est en train de voir? Pourquoi la question arrive lorsque nous sommes dans la nécessité d'être maintenant dans la gestion? Comment on gère la difficulté? Un juif vit le khatrila, c'est-à-dire a priori, on travaille en amont, on travaille au début de l'histoire. Et donc, on va maintenant, puisque ce sujet-là on le développera, je pense, plus longuement lors d'une autre conférence, rentrer à l'intérieur de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment aider nos enfants à bien gérer ce que nous ne pensions plus jamais revoir, c'est-à-dire un univers dans lequel le juif se sent comme cible. Parce qu'il faut dire les choses de manière claire, sans rentrer dans une quelconque forme de paranoïa, et encore moins dans une dimension d'angoisse qui n'a de toute façon aucun sens. Comment faire pour que nous dépassions nos propres peurs et faisons en telle sorte de ne pas les transmettre à nos enfants? Comment faire pour que notre anxiété ne nous transforme pas en être anxiogène, c'est-à-dire en être qui vont à un moment créer l'anxiété chez nos enfants? Ça, c'est la question que l'on va essayer de mettre en relief ce soir. Et on va donc commencer par le début. Des événements ont eu lieu.
Qu'est-ce qui véhicule les événements? Les médias, les réseaux sociaux. Nous savons pertinemment que nos enfants sauront les choses. Ils le sauront, ne serait-ce que par radio. Je ne pensais pas que c'était une soirée dansante. Ils le sauront. Ils le sauront par quoi? Au moins par radio, cours de récré. Par les téléphones, t'es au courant, t'es au courant. À quoi bon les exposer à une surabondance d'informations et d'images pour satisfaire notre besoin morbide de nous retrouver encore et encore dans des images et des informations en boucle qui de toute façon n'auront aucun impact par rapport aux choses. En quoi le fait de savoir ce qui se passe va-t-il être un élément déterminant dans ce qui se passe? D'aucune manière. On n'est ni le GIGN, ni le RAID, ni les services de renseignement. On peut être éventuellement celui qui prie, mais celui qui prie n'a pas besoin de connaître les détails de l'horreur pour prier. Ça, c'est déjà la première chose. Alors vous me direz que En mitpalelim al she'ava, on ne prie pas sur le passé, concrètement c'est ce qu'il y a eu. Soit. Mais on peut aussi parfaitement, à un moment, décider que l'on ferme le robinet des informations et faire en telle sorte que ça ne soit plus le sujet dont on débat, même s'il va falloir qu'on en débatte. À quoi bon redire à voix haute ce que de toute façon les autres savent déjà? Nous sommes ici à un moment juste les haut-parleurs de la pensée de l'autre, les colporteurs de rumeurs, ceux qui partent dans des suppositions les plus folles, comme si au fond, nous étions à un moment ceux via lesquels l'information doit passer. Eh bien justement, nous sommes, nous, les filtres de l'information. Il y a quelques années de cela, exactement 13 ans, bientôt 13 ans, puisque la bar mitzvah du fils d'une amie dont le mari a disparu dans les tours va être célébrée, et au moment où les tours s'effondraient, il était dans le ventre de sa mère. Eh bien, il y a 13 ans de cela, les événements du 11 septembre avaient lieu. Je me rappelle parfaitement, c'était un mardi, je donnais un cours, et c'était l'époque dans laquelle il me semble que j'amenais de temps à autre les enfants à l'école en voiture. Eh bien, il était évident que lorsqu'ils rentraient dans la voiture, il n'y avait aucune raison que la radio soit allumée, quel que soit mon désir de connaître les informations et les différents commentaires. À quoi bon? Ça sert à quoi? Nos enfants n'ont pas de filtre pour pouvoir ranger les différentes informations dans les bonnes cases. Et si vous voulez qu'ils sachent, autant qu'ils le sachent via votre parole et non pas via une parole qui leur, pardonnez-moi l'expression un peu légère, leur balance la réalité du terrain, sa souffrance, son horreur et souvent ses commentaires totalement déplacés au passage. Et ça doit être un choix que l'on doit essayer de mettre en place, même si ce n'est pas vis-à-vis de ce qui s'est passé, mais au moins pour le futur, même si nous l'espérons très fortement, ce filtre n'aura plus besoin d'être mis en place parce que l'horreur n'existera plus et on le souhaite, on se le souhaite à toutes et à tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc déjà cela. Je crois qu'une histoire de ce type doit bien nous faire réfléchir sur la responsabilité que nous avons, nous, en tant que parents et en tant qu'adultes, d'être les filtres des médias et de prendre sur nous de ne pas être dans ce besoin morbide de l'information et à un moment, protégeons nos enfants. Protéger ces enfants, ce n'est pas les enfermer dans un ghetto dans lequel ils ne sauront rien, nous le savons pertinemment, mais ne pas trop les exposer à ce que l'on appelle, dans notre jargon, des paroles traumatiques et sidérantes. D'accord?
ne pas les exposer de trop à cela, parce que les mots s'ancrent et a fortiori les images. J'ai juste une parenthèse pour dénoncer, c'est un mot très rare que j'utilise, pardonnez-moi, extrêmement rarement, mais je le dis, cette forme d'hypocrisie incroyable du système des médias qui va supprimer l'image de quelqu'un qui se fait abattre, alors que tous les jours nous proposons à nos enfants de voir des images dans lesquelles de telles horreurs sont montrées à travers des films. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, alors à ce qui paraît c'est à la demande de la famille, on peut le comprendre, mais en dehors de ça on a dit non, ils ne doivent pas voir cela. C'est-à-dire qu'ils ne voient jamais de violence, nos enfants. On ne les expose jamais à ces films, à ces feuilletons et à ces autres histoires. Oui ou non? Oui. Alors posons-nous la question. Je ferme cette parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais j'avais envie de le dire, donc je l'ai dit. Reprenons donc maintenant la suite. Première chose, ce filtre. C'est évident que, même pour ceux qui ont envie de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'acheter le dernier numéro de ce journal, et on va se demander pourquoi, pour faire comme tout le monde. Alors on peut comprendre la solidarité, etc., il n'y a pas de problème, chacun vit les choses comme il les ressent. Mais chez nos enfants, ils vont le voir peut-être, que liront-ils à l'intérieur? Ça peut être ce journal comme tous les autres journaux, qui relateront avec force détail tout ce qui s'est passé, photo à l'appui, et qui traîneront chez nous à la maison. Ça sert à quoi? Arrêtons de penser que l'information construit l'intelligence. Arrêtons de penser qu'être capable, dans les dîners en ville, de dire la même chose que ce que l'on a vu dans d'autres journaux va faire de nous des êtres plus intéressants et plus intelligents. Surtout qu'après, on est dans une forme de course, de surenchère, dans lequel « mais je suis au courant du dernier truc et à ce qui paraît, à ce qui paraît, à ce qui paraît ». Mazal tov. Nous sommes les meilleurs clients pour les rumeurs, là. Ça sert à quoi? À rien. Donc, 1, on ferme la radio. 2, on ferme la télé. 3, on ne laisse pas rentrer les journaux. Vous allez me dire, il est radical, le rabbin. J'enlève ma kippa si vous le voulez, c'est plus le rabbin qui vous parle. D'accord? Ce n'est pas un problème de religion. C'est avant tout un problème de bon sens. C'est un problème de bon sens. Ça sert à quoi? Ah, mais moi, vous comprenez, il n'y a pas de problème. La lecture des magazines n'a jamais transformé des gens sans culture en personnes cultivées. Et je peux vous le garantir. Éventuellement, s'ils sont adeptes des mots croisés, des cruciverbistes avertis, je pense que rares sont ceux qui achètent les revues pour journaux pour aller vers les mots croisés, éventuellement pour aller voir l'horoscope. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça ne sert à rien. Ça vous intéresse pour vous? Posez-vous la question de savoir pourquoi ça vous intéresse, au passage. Et même si vous avez une bonne réponse, ce n'est pas un problème. Ayez votre jardin secret, c'est-à-dire gardez vos journaux dans un endroit dans lequel les enfants n'y auront pas accès. Et ce n'est pas que par rapport à cela, par rapport à plein de choses. Les parents se plaignent que leurs enfants ne lisent pas. Mais c'est normal. Aujourd'hui, on est dans le règne des images. Un enfant, s'il n'a pas de journal à lire, s'il n'a pas de télé à voir, s'il n'a pas d'internet pour surfer, ouvrira un livre, je peux vous le garantir. Parce qu'un enfant a envie de faire quelque chose. Eh bien, il agira avec ce qu'on lui propose. À partir de là, comment maintenant on gère le stress, l'angoisse et la peur? Alors, il y a certaines personnes qui, en effet, sont anxieuses par nature, et donc, quelque part, vont avoir leur anxiété qui se démultiplie par rapport aux événements. Mais on va aller un tout petit peu plus loin. Imaginez donc, puisqu'il y a une majorité de dames, on va donc parler au féminin. Imaginez donc une enseignante qui rencontre des parents d'élèves et plusieurs de ces parents d'élèves sont des amis, donc quand elle leur parle, elle leur met parfois la main sur l'épaule, dans un signe d'amitié, d'affection. Et puis à un moment, elle met la main sur l'épaule d'une, et puis celle-ci sursaute et dit « Aïe !» Elle dit « Mais ça va, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Elle ne sait pas qu'en effet, sous le pull, sous la veste, eh bien, il y a une cicatrice invisible, mais ce geste a priori banal et anodin a réveillé cette cicatrice.
Lorsque l'on se voit soi-même surréagir par rapport à des événements, il nous renvoie parfois à des traumatismes anciens, connus ou non connus, connus ou amnésiés. Ça, c'est un deuxième problème. Et donc, c'est vrai qu'il ne sert à rien de dire à un adulte qui dit « Ah, j'ai peur », de lui dire « Aie confiance ». Non, il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que ce qu'on fait dans un couple. Quand vous dites un mot à l'autre, quand vous avez une attitude vis-à-vis de votre conjoint, et que quand vous dites ce mot relativement banal, ou cette attitude qui au fond n'est pas très grave, l'autre explose, la plupart du temps on se dit « mais ça va, faut pas exagérer quoi ». Il y a deux options. Option basse, l'autre est bête. Et dans ce cas-là, je vous rappelle que si vous êtes marié avec cet autre, alors qui se ressemble, s'assemble. Donc l'autre option, c'est quoi? C'est que ce que l'autre est en train de vivre le renvoie à quelque chose qui est beaucoup plus lourd, mais que je ne peux pas connaître et que j'ignore. Donc à partir de cela, je comprends qu'il y a ici une blessure qui est présente, et donc j'aurai une vigilance particulière. C'est normal. Quand vous êtes dans une surréaction par rapport à une situation, posez-vous toujours la question, mais qu'est-ce que cet événement éveille ou réveille en moi? Il y a quelque chose de surprenant, c'est pas possible. Un exemple très simple, un conjoint qui arrive en retard et qui oublie de prévenir et qui l'autre explose, je ne parle pas d'un retard de 3 heures. L'autre dit, mais attends, tu m'as dit que tu viendrais à 17h, il est déjà 17h25. Et l'autre est perdu dans les embouteillages. Mais est-ce que ce n'est pas au fond ici, cette surréaction, l'expression de quelque chose qui est un sentiment d'abandon qui a été vécu par cet adulte lorsqu'il était enfant? Peut-être le souvenir enfoui de ce soir où il attendait éperdument que sa mère vienne le chercher, qui était persuadé que le père allait le faire, et qui avait oublié de se passer le message, et il se demandait mais si au fond on n'allait pas l'abandonner dans ce lieu que l'on appelle école, même s'il y avait là-bas des adultes pour s'occuper de lui. Alors vous allez dire, ne faisons pas de la psychologie de prise unique, c'est vrai, mais ce n'est pas de la psychologie de prise unique. Il est évident que, donc, quand vous êtes confronté à une peur du l'autre, qui est une peur qui est, a priori, déraisonnée, illogique, eh bien, acceptez-la et recevez-la en premier lieu. C'est-à-dire, ayons cette démarche dans laquelle on dira à l'autre, donc l'adulte, ou l'adulte que nous sommes, nous le dirons à nous-mêmes, j'ai l'impression qu'en effet, pour toi, c'est très difficile. J'ai l'impression qu'en effet, pour toi, ce n'est pas simple. Je ne sais pas pourquoi, mais je comprends. Un peu de compassion, si ça ne vous dérange pas. Ça, c'est déjà la première chose. Mais dans un second temps, être capable de se dire quel est l'effet pervers que risque d'avoir cette peur irraisonnée par rapport à nos enfants. Et c'est là où nous avons une responsabilité d'adulte. Notre responsabilité d'adulte, c'est d'expliquer à nos enfants que la peur est un sentiment généralement normal et acceptable. Il est normal d'avoir un moment d'angoisse. Certains l'ont fort peu parce qu'ils ont fait un travail intérieur, mais d'autres ne l'ont pas fait et donc ce sentiment est au fond acceptable. Nous n'avons pas à nous sentir coupables d'avoir à un moment cette peur et ce stress. Mais nous devons à un moment savoir ce que l'on en fait. Lorsque l'on parle à nos enfants de ce qui s'est passé, il faut d'abord entendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent libres de nous faire part de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux? Un enfant qui ne verbalise pas ce qu'il est en train de ressentir par rapport à un événement, c'est peut-être un enfant qui pense que le parent n'est pas prêt à accepter ce qu'il est en train de ressentir, parce qu'il y a de fortes chances que dans d'autres situations, le parent n'a pas accepté d'être à l'écoute du ressenti de l'enfant. C'est comme dans un couple. On ne partage plus ce que l'on ressent
si un jour l'autre a mis notre ressenti à la poubelle. C'est un vrai travail de réapprendre à partager nos ressentis. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc déjà, l'enfant qui ne partage pas ce qu'il ressent, il ne faut pas lui dire « dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses ». C'est ridicule. Alors, on va rentrer dans de l'ultra concret. Demain matin, on se lève, Bezrat Hashem, avec nos enfants qui se lèvent pour aller à l'école. On se lève un peu plus tôt pour être dans un état dans lequel on peut recevoir leurs paroles. Et puis, ça peut être demain matin, ça peut être demain soir, c'est-à-dire ça peut être au moment où, au fond, eh bien, on a un peu de temps. On leur dit alors comment ça se passe à l'école, avec tous ces soldats, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et l'enfant qui dit « oh, oh », je dis « ah ben c'est intéressant parce que tu vois, moi quand je vois ça, j'ai quand même un peu peur ». C'est-à-dire montrer à vos enfants qu'ils ont la liberté d'avoir des sentiments de peur. C'est-à-dire si toi en tant qu'adulte, tu montres, non pas à travers une attitude, mais à travers des mots, qu'on peut avoir peur, l'enfant à ce moment-là va se sentir libre de l'exprimer. Celui qui fait même pas peur, même pas peur, même pas mal, on sait ce que ça veut dire. Il protège son image. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a peur d'être mal perçu si à un moment il est un individu. Vous imaginez un peu le drame de celui qui a peur d'être mal perçu au moment où il révèle sa dimension profondément humaine et sensible. C'est bouleversant. Au passage, c'est un des problèmes majeurs qu'on a souvent dans les communautés. C'est que quand vous révélez votre dimension humaine, brusquement, vous êtes hors jeu, quoi. Parce que, d'accord. En plus, si vous avez une barbe ou un truc sur la tête, d'accord. Donc montrez-leur que c'est acceptable. Et que vous aussi, en effet. Et racontez-leur comment vous dépassez votre peur. Et dites-leur comment vous gérez cela. Je dis, bon, c'est vrai qu'il y a des soldats, c'est intéressant. C'est vrai que nous, les Juifs, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On ne va pas leur dire c'est des extrémistes, machin. Non. Il y a du monde qui ne nous aime pas, je vous rassure tout de suite, hein, ceux qui ne sont pas au courant. Et puis parfois, dans ces gens qui ne nous aiment pas, à la limite, si les gens n'ont pas envie de nous aimer, c'est leur problème. Hein. Ben, malheureusement, de temps à autre, Baruch Hashem, c'est très rare, mais ça arrive, et quand ça arrive, ben, c'est compliqué. Il y en a certains qui sont complètement fous et qui sont capables de faire des choses complètement folles. Alors comme aujourd'hui, ben, la France n'a pas envie d'être accusée de ne pas faire attention, alors ils ont mis plein de soldats, peut-être sans doute beaucoup, pour bien nous dire, vous savez, on tient à vous et on ne veut pas qu'il vous arrive des choses mauvaises. Et c'est très gentil au fond. Et puis en plus, Akadosh Baruch Hu nous protège. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il ne nous a pas protégés. C'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Il fait des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. C'est-à-dire exprimer, vous aussi, vos questionnements d'adultes. Parce que s'il y en a une ou un qui est capable de me dire ici qu'il a compris le pourquoi de ce qui se passe, alors qu'il se présente à moi parce que j'ai toujours rêvé d'être présenté à Dieu. Ça m'a toujours intéressé de savoir qui est Dieu. Mais si quelqu'un va me dire, je vais vous expliquer pourquoi, Mazal Tov, je rencontre Dieu. Donc on est confronté à la question sans réponse. Et plus encore lorsqu'on est confronté à la qualité et à la grandeur de ceux qui disparaissent. C'est vrai. Un juif, il vit avec une question sans réponse. C'est-à-dire, un juif ne demande pas à Dieu sans arrêt de lui donner des explications de texte pour accepter la relation qu'il a avec lui. Mais on espère qu'on n'en aura pas besoin d'autres. Très fort. C'est évident. Et je crois que il faut bien comprendre qu'à un moment, ces questions sont légitimes, surtout chez les préadolescents.
Et même chez les enfants petits, pour qui le tzaddik, la personne bien, elle est protégée et c'est le rachat qui est puni. Et là, plus encore, on décrit, et c'est vrai, des tzaddikim, des gens incroyables qui sont partis, donc c'est encore plus difficile. Alors bien sûr, il y a le Midrash, Dodi, Yarad, le Ganolil, Kodben, Ashoshanim. Maintenant, je peux le dire sans pleurer. Samedi soir, en parlant d'un de nos élèves qui a disparu, j'avais peut-être plus de difficulté à dire ce texte. Mon aimé est descendu dans son jardin pour couper parmi les roses, dit le Midrash Shirachirim, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu vient et cueille des neshamot particulières du clan Israël pour des raisons qui lui appartiennent. Ça n'enlève en rien la souffrance. Il y a ce qu'on appelle une histoire, une méta-histoire, il y a quelque chose qui nous dépasse. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que d'abord, on ne sait pas de quoi on parle, et je nous souhaite à tous de ne jamais savoir de quoi on parle. Certains, malheureusement, savent de quoi ils parlent. Moi, je ne le sais pas, et je me souhaite, et je nous souhaite à tous de ne jamais savoir de quoi on parle. Je me contente juste de vous dire ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu de mes maîtres, qui, pour certains, savaient très bien de quoi ils parlaient. À partir de là, nos enfants ont besoin de savoir comment nous vivons ça en tant que juifs. Et je nous en supplie, je vous en supplie. Ne rentrez pas dans ces stratégies de communication dans lesquelles on explique qu'en vérité, c'est parce que ceci, cela. C'est petit et pitoyable. Le peuple juif sait dans son histoire que quelles que soient les tentatives qu'il a mises en place pour pouvoir être accepté par l'univers dans lequel il vit, il en a été systématiquement rejeté. Cette très belle phrase de Mark Twain qui dit la chose suivante, c'est un auteur anglais, il dit « Quand le juif est pauvre, eh bien c'est un parasite, lorsqu'il est riche, c'est un profiteur, lorsqu'il est pacifiste, c'est un couard, un peureux, lorsqu'il part à la guerre, c'est un violent, lorsqu'il n'avait pas de terre, on lui disait « repartez chez vous », et lorsqu'il en a une, on lui demande d'en repartir. On a tout tenté pour être accepté. On est rentré dans ce que j'appellerais la stratégie du caméléon social, c'est-à-dire nous avons voulu épouser sans arrêt ce que la société nous demandait d'être, dans le fol espoir d'être aimé. Pardonnez-moi, je n'ai pas besoin d'être aimé de celui qui ne m'aimera que si je suis ce qu'il attend que je sois. Je n'ai pas besoin d'être aimé d'une société qui attend que je me débarrasse de ce que je suis dans mon identité profonde pour enfin m'accepter. Clairement. Et ça, au passage, c'est une leçon fondamentale pour nous. Pour nous. On n'est pas dans le déni et le rejet d'une société. On vit dans cette société, on s'inscrit, on dit merci. Et avec un cœur entier à ces militaires qui font leur devoir soit, mais qui, de par leur présence, sont la ishtadlout nécessaire pour. Et quand ce matin, dans une école juive de banlieue parisienne, où hier, quand les militaires sont arrivés, ils les ont aidés, et après les enfants ont chanté spontanément la Marseillaise, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce qu'on appelle de la hakaratatov, de la reconnaissance, clairement. Et il faut savoir l'exprimer et la verbaliser. Et tous les matins, en passant devant eux et en leur disant merci et bonjour, vous faites un kiddush Hashem, vous sanctifiez le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, ne l'oubliez pas, parce que la force du juif, c'est de continuer à sanctifier le nom d'Hachem, même dans une société qui cherche à le profaner, en tuant l'homme qui est à l'image d'Hachem. Nos enfants ont besoin de percevoir et de ressentir que ces notions-là font partie de nous-mêmes. C'est-à-dire, à un moment, cette histoire-là, il faut qu'on lui donne du sens. Il faut qu'elle nous fasse grandir. Il faut qu'à un moment, elle nous amène, nous, en tant qu'adultes, à repenser la relation à la vie, au sens de l'existence, à ce que veut dire être juif, à ce que veut dire la responsabilité que nous avons en tant que parents. Et déjà, si on arrive à tenir ce discours à nos enfants, chacun avec ses mots, ça sera déjà énorme. Que nos enfants se sentent libres d'exprimer leurs émotions, qu'ils réalisent que le monde adulte, lui aussi, a des questions sans réponse, et que l'adulte a peur, lui aussi, parfois, mais que l'adulte lui apprend qu'on dépasse ses peurs. Qu'on dépasse ses peurs et qu'on avance, et qu'on ne rentre pas dans une forme de paranoïa, dans un univers totalement fantasmé dans lequel
On est persuadé qu'un tireur se cache derrière chaque arbre, alors qu'en vérité, ce n'est que l'obscurité de l'exil qui nous donne cet imaginaire-là. À un moment, on avance. On dit « next ». On est dans une vigilance, mais on n'est pas dans un trauma, et on passe à l'étape d'après. Je crois que de cette manière-là, nous permettons à nos enfants à passer, de la manière on l'espère la moins traumatique possible, les événements auxquels ils ont été confrontés. Certaines personnes sont là totalement tétanisées par leurs angoisses, qu'elles alimentent en regardant en boucle et en entendant en boucle les informations. C'est-à-dire, on alimente ces angoisses en repassant et en repassant, et en parlant. Il n'y a pas de problème, il y a des thérapeutes, c'est leur job, allez leur parler. Vous avez besoin d'un lieu de parole, c'est totalement acceptable et entendable, un lieu de parole. Et on parlera tout à l'heure si vous voulez. Clairement, on a le droit d'exprimer sa peur. Quand on s'est retrouvé avec ces 300 jeunes l'autre soir, eh bien plusieurs ont voulu prendre la parole. Et ils ont pris la parole parce qu'ils avaient besoin de dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. C'est vrai. Mais à un moment, next. Certaines personnes disent « mais non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, c'est impossible, comment vous voulez, attendez, je me... » Ça ne veut rien dire. Si nous sommes confrontés à une situation, c'est que nous avons les moyens de la gérer. Une situation est là, le lieu dans lequel on va se révéler à soi-même sa dimension de grandeur. On va découvrir qui nous sommes. Vous savez, si vous vous laissez envahir en permanence par des pensées anxiogènes, angoissantes, vous ne pouvez pas avancer. À un moment, on met les choses dans une case et on passe, et on avance et on construit. Avec une nouvelle maturité, avec un regard différent, avec une perception autre des choses, mais on reprend le chemin. On reprend le chemin, mais on est différent, parce qu'on est passé par une expérience collective. Vous savez qu'il y a une tradition qui dit que lorsque l'on est dans un cimetière, on ne reprend pas le chemin au retour, qu'à l'aller. Ce n'est pas un rituel magique, c'est une tradition. Et un des maîtres de la chassidoute expliquait ça de manière lumineuse, en disant « mais comment pouvez-vous, une fois que vous êtes confronté à quelque chose de ce type, repartir par le même chemin par lequel vous êtes venu ?» Il est évident que notre chemin maintenant est légèrement différent. Il est toujours dans la même direction, mais ce chemin n'est plus le même. Et ça, c'est au fond remplir notre fonction de parent. C'est ce que nos enfants attendent de nous. C'est très intéressant, vous savez, il se trouve que quand vous avez eu le privilège, la chance de pouvoir étudier un tout petit peu, alors on vous demande de dire des choses, de véhiculer un enseignement que vous avez reçu. Et c'est intéressant de voir le besoin que l'on a aujourd'hui d'être à l'écoute d'une parole de Torah, d'une parole qui à un moment nous donne les moyens de savoir comment on vit un événement et comment on avance. On a des références. Fuyez comme la peste toutes celles et tous ceux qui se livreront à toutes sortes d'élucubrations pour vous expliquer le pourquoi du comment. On l'a fait après les tours jumelles, on l'a fait après chaque événement. On s'est rempli d'un fol espoir, ça y est, c'est les signes de machin X, Y, Z, et le rave machin, et l'autre il a fait ceci, rien du tout. On vous prend des anagrammes et on vous fait Ani Israël, enfin attendez, à quoi on joue ? On joue à quoi là ? C'est-à-dire c'est ce fond le cachet d'aspirine que l'on prend alors que l'on souffre d'une infection sévère. C'est à ça qu'on perd notre temps. Je ne suis pas dans un jugement quelconque de ceux qui l'auraient véhiculé parce que je ne sais pas quel effet ça peut faire. Mais à un moment, attendez. Est-ce que véritablement vous pensez qu'on va rentrer maintenant dans ce genre d'histoire ? Le message, il est clair. La haine est présente. Elle a toujours été. Le message est clair. Dans une société dans laquelle, à un moment, les valeurs ne sont pas inculquées comme il se doit, cette société donne la liberté à ceux qui veulent passer à l'acte de passer à l'acte. C'est-à-dire qu'à un moment, la barrière invisible qui empêchait le passage à l'acte saute parce que la société lui donne cette possibilité de sauter, pardonnez-moi. Ce que l'on peut apprendre, si vos enfants vous demandent « mais ça veut dire quoi ?»
Alors il faut dire, on ne sait pas pourquoi, mais une fois que les choses sont, on fait quoi avec? On peut leur dire, tu sais, quand des choses se passent veille de Shabbat chez des individus qui cherchent à manger cachère, on peut réfléchir peut-être et se dire que, puisque ça a eu lieu, alors nous allons décider de réfléchir. Je redis cette phrase. Puisque ça a eu lieu, alors nous allons décider de réfléchir. Et je ne dis pas, puisque ça a eu lieu là, c'est parce que, on est clair. Puisque ça a eu lieu, dans ce cadre et dans ce lieu, alors ça nous amène à réfléchir à l'importance de la relation au temps, le Shabbat, la valeur du temps. Shabbat, c'est ce qui nous rappelle qu'il y a un rythme, il y a un temps dans l'existence, un temps dans lequel on doit se retrouver soi-même, un temps dans lequel on doit réapprendre à voir l'autre. Et la relation à la cacheroute, c'est tout simplement se rappeler que le corps, c'est le véhicule de l'âme et que le corps doit être traité comme étant le véhicule de la chose la plus incroyable qui existe dans l'univers, c'est-à-dire une parcelle du divin. Y faire attention dans la manière de le proposer au regard des autres, y faire attention à travers tout ce qui peut le nourrir, et ne serait-ce que ça, c'est peut-être un enseignement que l'on peut prendre a posteriori. Dire que c'est la raison a priori des choses, il est hors de question de dire une phrase pareille, clairement. Et donc, si les enfants commencent à vous dire « mais c'est parce que, mais c'est parce que, mais c'est parce que », dites-leur « écoute, personne ne sait pourquoi les choses sont. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu sait. Et même si, a priori, ça a l'air d'être terrible, et ça l'est, il y a des choses qui nous dépassent dans l'existence, et c'est ainsi que l'homme et le juif avancent. » On pourrait bien sûr maintenant faire un cours sur cela. Ce n'est pas le thème. On est là dans notre réflexion sur nous, dans notre dimension de parents, et ça va être donc, pardonnez-moi, l'étape première par laquelle on va passer. Après, l'autre élément, c'est que parfois, confronté à la peur et à l'angoisse, un enfant peut avoir envie de ne plus être juif. Parce que pour lui, judaïté égale souffrance. Alors on ne va pas lui dire que tous ceux qui ont décidé de le faire à un moment de l'histoire se sont retrouvés confrontés à leur judaïté dans les pires moments de l'histoire, et que devant les portes des chambres à gaz, le juif laïque, agnostique, voire même converti, était précipité de la même manière avec le juif qui assumait pleinement et totalement sa dimension juive. Nous le savons, on ne va peut-être pas leur dire. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que je comprends. Je comprends. Un enfant qui dit « je ne veux plus être juif, c'est trop compliqué », mais je te comprends. Alors s'il le dit par rapport aux mitzvot et qu'il a 10 ans, je vais me poser des questions sur la manière dont sont vécues les mitzvot dans son environnement familial. C'est si pesant que ça. S'il le dit en tant qu'adolescent ou autre, ok, il nous fait son petit mouvement. Mais s'il le dit maintenant par rapport à des événements lourds, mais c'est normal. C'est normal quelque part. Nous, on attendrait d'eux qui disent, mais au contraire, j'assume, je revendique, etc. Mais pas obligatoirement. Donc on doit comprendre. On dit, mais je comprends. Mais tu sais, on est juif et on reste juif. Et c'est pas parce qu'on aura une kippa plus petite, voire plus de kippa sur la tête ou d'autres choses que de toute façon les gens ne nous regarderont pas comme juifs. Et même si on change notre nom, et même si on change ceci, et même ça ne changera rien. Mais je comprends. On a le droit de lui dire, je comprends. On peut le lui dire. Mais lui rappeler que de toute façon, on peut avoir ce désir, ça ne changera rien. Ceux qui sont plus grands, on peut leur raconter que le juif est toujours rattrapé dans son histoire. Et par son histoire. Ça va être le deuxième élément. Troisième élément, c'est les enfants qui ont été vraiment dans le trauma, qui vont avoir peur le matin d'aller à l'école, qui vont éventuellement aussi faire des cauchemars, ne pas dormir la nuit. Alors, parfois, en effet, la consultation va s'imposer. Je préconise fortement dans ce genre de cas de faire appel à des spécialistes, surtout qui travaillent avec des techniques de MDR. Au passage, la maison de la famille que je dirige a à l'intérieur de son équipe des personnes qui sont spécialisées là-dedans, c'est vrai. Mais c'est vraiment si le trauma est sévère, c'est vraiment si on sent qu'au niveau de l'enfant, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas. D'accord ?
Si on sent qu'au niveau de l'enfant, ça ne va vraiment pas, alors en effet, il faudra faire appel à des spécialistes. Mais, vous savez, un enfant a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture, et il a besoin de bras. Alors rappelez-vous que vous lui donnez de la nourriture, mais qu'en même temps, vous avez des bras, et que ces bras jouent un rôle non négligeable dans l'équilibre de l'enfant qui est confronté à ce genre de traumatisme. Il faut le laisser s'exprimer, il faut lui laisser pleurer, mais à un moment dire, c'est bon, maintenant, on avance, parce que rassure-toi, aujourd'hui, même si tout le monde dit ceci, cela, il ne faut pas sans arrêt imaginer la pire des choses, ça ne sert à rien. Il faut être capable de leur dire. Et que faire de ces gens qui sont comme des oiseaux de mauvais augure, qui annoncent sans arrêt que ça va être, et ça va être, et ça va être? Sur la base de quoi? Quelle solution nous proposent-ils? Sur quoi basent-ils ce qu'ils disent? Alors bien sûr, un juif est vigilant. Un juif est aujourd'hui extrêmement vigilant, c'est clair. Mais en même temps, vous savez, Yoav, quand il était avec nous en Israël, le responsable de tous les groupes était, à un moment dans son groupe, travaille avec moi donc, il me l'a rapporté tout à l'heure, non pas tout à l'heure, l'autre soir. Il a dit, mais dis-moi Yoav, toi t'es encore à Tunis, enfin même si t'es à Paris maintenant, mais ça va, c'est pas trop dangereux là-bas? Pas trop peur? C'est pas trop compliqué? Tout le monde dirait, mais il est fou d'habiter là-bas alors que... En français, on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. D'accord? Donc de toute façon, ça ne sert à rien. Et là-dessus, il faut être ferme, il faut dire stop. Et les enfants ont besoin parfois d'avoir une parole parentale claire. Bon, je comprends, mais maintenant tu sais, avoir peur sans arrêt et raconter sans arrêt ne sert à rien. Parfois, ça suffit amplement pour que l'enfant réussisse à passer ce cap. Mais bien sûr, si l'enfant perçoit et ressent nos propres angoisses, ça va être très compliqué, parce qu'on lui envoie des signaux contradictoires. Et je vous rappelle qu'un enfant, c'est un buvard. Et l'enfant perçoit la réalité de nos émotions et de nos ressentis. Tous les parents qui ont des couples qui, à un moment, sont un petit peu en... D'accord ? Savent très bien que les enfants le perçoivent et le vivent. Comment? Soit en devenant très sages parce qu'ils ont peur d'être à l'origine du dysfonctionnement, soit au contraire, en créant le conflit encore plus pour qu'en explosant, au moins on puisse le régler. Les enfants sont des buvards. Ils ont l'élégance souvent de ne pas dire les choses. Ils ont l'élégance de ne pas le dire. Vous savez, on trouve ça, je fais juste une parenthèse, dans quelque chose que l'on appelle le syndrome du nid vide. C'est quand le dernier quitte la maison. Alors, parfois, vous avez souvent le dernier qui se met en mode échec. Vous savez, dans des familles, le petit dernier se met en mode échec. Soit il ne se marie pas, soit ça ne marche pas à l'école, soit ça... Pourquoi? Il a compris qu'il devait toujours rester à la maison pour être la zone tampon entre son père et sa mère. Ça n'a jamais été dit, mais il le ressent et il se met en échec pour pouvoir rester là et jouer toujours ce rôle de zone tampon parce qu'il dit si je le laisse seul, c'est mal barré. Excusez-moi l'expression. D'accord? Donc les enfants perçoivent et ressentent. Donc notre travail en tant que parents, on doit le faire aussi intérieurement. Et en effet, même si pour certains ces mots sont curieux, c'est de travailler sur ce qu'on appelle Emouna et Bitachon. Et Emouna et Bitachon, ça veut dire quoi? Se rattacher à Kadosh Baruch Hu à travers la tefila. Demander tous les jours à Kadosh Baruch Hu pour nous et pour le clan Israël que les choses soient positives. Et une tefila ne revient jamais en vain. Jamais. Même si on n'en voit pas tout de suite le retentissement. Il y a eu 3 jeunes qui sont partis en Israël de manière lourde cet été. Pendant ces quelques jours où ils étaient déjà morts et on l'ignorait, le clan Israël a prié. Qu'est-ce qu'on a prié? C'était incroyable. Et ces prières, elles étaient là pour permettre en effet à ce que cette opération ait le moins de morts possible et que ces milliers de missiles ne nous tombent pas sur la tête avec les catastrophes que ça aurait pu faire. Vous allez dire, il y avait Dôme de fer. Pour que Dôme de fer fonctionne,
Et je vais aller plus loin. D'hommes de fer, ce sont des individus. Et un de ceux-ci est l'ami d'une personne à qui j'étudie depuis plus d'une dizaine d'années tous les dimanches matins et qui habite en Israël. Et il me rapportait qu'il a été chez eux, ils étaient invités les uns chez les autres il y a un mois. Et cet homme qui a conçu donc, toute la partie électronique, donc le cœur de ça, lui a dit qu'un des éléments qui l'a amené à revenir à Dieu, c'est cette conscience qu'il a eue d'être habité par quelque chose qui le dépassait au moment où il trouvait les équations qui lui permettaient de savoir comment on allait faire les choses. Maintenant, c'est vrai que c'est comme dans tout. On voit ce qui ne va pas, mais voyons aussi tout ce qu'il y a. Il y a eu malheureusement 11, 12, 13, 17 morts, malheureusement. Mais Baruch Hashem, il n'y en a eu que, et surtout dans le supermarché. Mais malheureusement, ça n'enlève en rien la douleur et la souffrance. Vous allez dire, c'est terrible de dire une phrase pareille. C'est vrai. Et elle n'est pas simple à dire. Pas simple du tout parce que certains pourraient la percevoir comme étant une forme d'insulte à la souffrance de ceux qui ont perdu l'un des leurs. Elle pourrait être perçue de cette manière. Mais si je la dis, c'est que je suis sûr que quand on la prononce, eh bien, elle veut tout dire sauf ce que certains voudraient lui faire dire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler à l'intérieur de soi, pour que nos enfants arrivent à intégrer ces notions, et que ces notions les amènent à devenir plus construits, pour mieux se confronter aux difficultés de la vie, dont on espère qu'elles ne seront qu'un échec dans un diplôme de passage de classe de sport AB à la classe de sport A, d'accord ? Et on n'est pas obligé d'aller plus loin. Il y a toutes ces choses qui, dans la vie, génèrent des frustrations, des petites peurs, des petites angoisses. Et surtout, leur apprendre où sont les vrais enjeux. Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire, mais je suppose que même si une femme a raté sa dafina ou son tchoulen ce Shabbat, il y a peu de chances pour qu'elle ait entendu une quelconque forme de remarque sur le fait qu'elle n'avait pas l'aspect délicieux et le goût extraordinaire de chaque semaine. J'ose espérer. Et que si monsieur a oublié de ramener pour la énième fois ce qu'on lui avait demandé, eh bien même si on lui dit qu'on aurait bien aimé, mais quelque part la réaction n'est pas la même. Pourquoi ? Parce que des événements de ce type nous renvoient aux véritables enjeux. Qui n'enlèvent en rien le fait que certaines choses nous posent problème, mais nous renvoient à une réaction adéquate par rapport à quelque chose. Une réaction adéquate, une réaction mesurée. Réaction, oui, mais réaction adéquate par rapport à où sont les enjeux et où est l'essentiel. Savoir où sont les vrais enjeux, c'est aussi notre maintenant réflexion de parents. C'est quoi les vrais enjeux de l'éducation ? C'est quoi les vrais enjeux de la transmission ? C'est un 15 ou un 16 ? Ou un enfant construit, équilibré ? Un enfant dont on prend le temps de s'occuper ? Un enfant qui est nourri de notre amour pour ne pas chercher à vivre d'autres amours ? Un enfant qui voit que l'on est capable de renoncer à notre bien-être pour pouvoir s'occuper de lui. Un enfant qui est capable de réaliser qu'il n'est pas juste une note, mais un individu. Alors bien sûr, on a aussi envie qu'il ait une bonne note, et on va faire ce qu'il faut pour. C'est normal. Vous savez, j'ai entendu un jour une phrase super mignonne. Une petite demoiselle de 6 ans qui disait à sa grande sœur de 12 ans qui était traumatisée par le fait qu'elle avait eu un 11 en maths et qui était complètement effondrée et lui disait « Tu sais, hein, c'est pas ce qui t'empêcherait de te marier et d'avoir des enfants. Je suis d'accord, ça t'embête, mais remets les choses à leur place. Mais bien sûr, c'est mieux si tu avais 17, oui, on comprend. Pourquoi ? Parce que tu as envie que tes efforts produisent quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a envie ? Quel type d'enfants nous voulons construire ? Des enfants que l'on expose, que l'on exhibe, ou des enfants qui auront une identité forte ? Des enfants qui sauront se positionner dans la vie ? Des enfants qui sauront
être le révélateur de la démarche d'éducation qui était la nôtre lorsqu'ils seront dans un univers dans lequel nous ne serons pas présents, mais dans lequel ils seront ce qu'ils auraient été si nous avions été présents. C'est ça au fond. Et quelque part, avec ce genre d'événement, on revoit où sont les vrais enjeux. Ça ne veut pas dire que le reste sont des détails, ils ont de l'importance. Bien sûr que ça a de l'importance. Vous savez, c'est comme un gamin qui fait sa bar mitzvah le jour de sa bar mitzvah, alors malencontreusement sa cravate est tachée. Alors c'est un peu ennuyeux. Surtout s'il y a des photos. Mais l'enjeu, c'est qu'il ait le souvenir juste du visage courroucé de sa mère ou de son père parce qu'il a taché la belle cravate, et que sa bar mitzvah se réduise à ça, même s'il frappe au contre. Mauvaise fortune, bon cœur, ou qu'il réalise qu'on lui a dit « Oh, c'est dommage, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est de profiter de ce moment extraordinaire » et qu'il voit c'est quoi un adulte, qui sait remettre les choses à leur place. C'est quoi le souvenir que je veux qu'il ait de ce moment? Qu'est-ce qu'il doit rester dans sa tête? Tout ça, au fond, c'est notre responsabilité de parents. Tout ça, c'est ce que nous devons mettre en place en tant que parents. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 10 heures, c'est marrant, je suis un peu ashkénaze yéké d'origine alsacienne, j'ai l'impression que l'heure était arrivée. L'heure des questions. Exactement. Mais je vais quand même conclure, si vous le permettez. On a fait un petit patchwork ce soir, mais je pense qu'il y avait quand même une certaine direction. On va passer à vos questions maintenant, mais en guise de conclusion, qui n'en sera pas une, parce que qui dit conclure, dire s'arrêter, alors qu'en vérité, une conclusion, en tout cas dans la tradition juive, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que il y a un texte du Talmud qui est très, très intéressant, dans lequel les maîtres se posent la question si c'était bon pour l'homme d'avoir été créé. Intéressant, les maîtres du Talmud. Aucun problème de poser des questions impertinentes. Nous, on aurait dit, mais attends, si Dieu nous a créés, c'est ce qu'il fait. Comment tu oses dire s'il était bon? Mais s'il l'a fait, c'est que c'est bon. Mais du Talmud disent, ouais, mais enfin, nous, on va décider d'y réfléchir quand même par nous-mêmes, si ça ne vous dérange pas. C'est comme le truc, si le rabbin l'a fait, c'est que c'est sûrement bien. Non, il s'est peut-être trompé, ça arrive. Peut-être qu'il ne savait pas tout. C'est une chose qui arrive. Hein. Et donc, il discute pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, résultat, Yoter Tov haya shelo nivra, d'après nous, disent les maîtres du Talmud, valait mieux pas créer l'homme. Sacrilège. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud disent tellement peu de moments de bonheur par rapport à tellement de moments difficiles, au fond, l'âme était bien mieux là où elle se trouvait. Mais ils continuent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Aval archav shenivra. Mais maintenant qu'on a été créé, on fait quoi? Yepashpesh b'maasav, yemashmesh b'maasav, suivant les versions. On va commencer à repenser la relation que nous avons à nos actions dans l'univers. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud nous apprennent quelque chose de fondamental. Et par rapport aux événements qui se sont passés, la parole de la Torah, elle est claire. Yoter Tov haya shelo haya. Il aurait mieux fallu que ces choses n'existent jamais. Aval archav. Mais maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Aval archav. Maintenant que nous sommes confrontés à la réalité de ces soldats devant nos écoles, maintenant que nous sommes confrontés à ces souvenirs un peu obsédants pour certains, maintenant qu'en effet, l'insouciance que nous pouvions avoir n'est pas tout de suite revenue, même si elle reviendra un jour, je le pense. Qu'est-ce qu'on fait? Bien justement, on va essayer de construire quelque chose de nouveau, on va donner du sens. On va essayer d'être à l'écoute de nos enfants, de nous-mêmes. On va reposer un regard sur les véritables enjeux de la vie. On va continuer à sourire et ne pas penser que parce qu'on continue à sourire, eh bien pour autant, on a oublié, mais néanmoins, la vie elle avance, la vie elle se construit. Pour reprendre les mots de Viktor Frankl, psychiatre juif, qui à Auschwitz a compris qu'au fond, pour avancer, il fallait à un moment décider de ne pas être sans arrêt l'enfant de son passé, mais d'être beaucoup plus le parent de son futur.
c'est ce qu'au fond, on devrait essayer de mettre en place. Et chacun d'entre nous peut le mettre en place. C'est un choix de liberté. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous le voulez, on passe maintenant à vos questions qui peuvent être en effet ultra concrètes par rapport à des situations ou alors plus générales. C'est à vous de le choisir. À vous. Vous avez le droit, vous aussi, en tant que directrice, de poser la question. Je vous écoute. Une question. En tant que maman, je me suis posé la question de savoir si, Mais je vais la redire. si je devais laisser mon fils uniquement avec la kippa, ou s'il fallait qu'il mette une casquette aujourd'hui parce qu'on est dans une période un peu tendue. Mais à côté de ça, je me suis dit que c'était contraire à tout ce que j'avais pu lui enseigner jusque-là, en disant que c'est Hachem qui gouvernait tout et que le monde avait été créé pour le juif. Et donc là-dessus, j'ai pas su me positionner. Et je sais pas trop. Alors aujourd'hui, les esprits commencent un peu à s'apaiser, mais si ça recommençait. Ce qu'à Dieu ne plaise. Je sais pas comment me positionner vis-à-vis de cette problématique. Alors, tout d'abord, En Somprim Alanes, on ne se base pas sur le miracle. Il faut être clair. La question est la suivante. Un enfant à qui on est habitué à avoir une kippa, l'enfant qui a eu l'habitude d'avoir une kippa sur la tête et qui l'a toujours, est-ce qu'on doit aujourd'hui lui apprendre à mettre une casquette et rentrer en contradiction, et je ne pense pas que c'est une contradiction, avec le fait que Akadosh Baruch Hu dirige le monde et que l'univers, au fond, le Klal Israël, en vérité, a comme fonction de révéler aux nations la parole d'Hachem. C'est ça la traduction de ce que vous avez dit. J'ai eu le privilège, quand j'étais enfant, de grandir dans une communauté dans laquelle le Rav s'appelait le Rav Eli Munk, celui qui a écrit donc, La Voix de la Torah, entre autres, Vers l'harmonie et d'autres ouvrages. Un homme dont la véritable grandeur se voyait dans la modestie réelle qui était sienne. Et le Rav Munk, pendant la Shoah, eh bien, à un moment, a réussi à s'échapper, à fuir en Suisse. C'est une histoire complètement folle, l'histoire de son échappée en Suisse. Il a échappé grâce aux pleurs de son enfant qui a éveillé la pitié d'un garde suisse qui est parti les chercher alors que les nazis étaient en train de leur courir derrière. Vous voyez un peu l'histoire. C'est-à-dire ce que l'on croyait être le point de départ de la fin a été le point de départ du sauvetage. On ne sait jamais comment les choses passent. Mais le Rav Munk, eh bien tout simplement, la première chose qu'il a fait, c'est de se raser la barbe. C'est-à-dire, il a décidé que dans un moment pareil, eh bien, on faisait attention. Certains ne l'ont pas fait, chacun est libre. Ce qui est sûr, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, se prendre avec une kippa, je pense, est moins problématique. Parce que quelque part, il y a dans cette société aujourd'hui une forme de compassion par rapport à tous ceux qui appartiennent à ce peuple, qui a été visé en tant que peuple. Et juste parce que peuple, et non pas par ce qu'il fait ou ce qu'il dessine. Différence ô combien notoire que personne ne met en exergue. Mort parce que provocateur, et on a le droit, ou mort parce que juif, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui fait que, en tout cas en tant que parent, je n'empêcherai pas mes enfants de se promener avec une kippa s'ils le désirent, mais s'ils préfèrent mettre une casquette, je leur laisserai la mettre. Il est évident que si vous le laissez se balader à 3h du matin dans des quartiers sensibles, là peut-être qu'il faudrait repenser les choses. En Somprim Alanes, on ne se base pas sur le miracle, et donc à vous d'évaluer dans quel univers il se promène, qui il rencontre et à quelle heure et comment et de quelle manière. Et à partir de ça, quelque part à cet âge-là, je pense que ce n'est pas un problème. Maintenant, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Et je ne prends pas la responsabilité, vous allez dire, bah super, vous êtes courageux, mais oui, j'assume. Parce que tout simplement, je ne suis pas le parent et je ne suis pas dans votre configuration. Maintenant, je vois que beaucoup d'enfants gardent la kippa aujourd'hui. Ils la gardent et puis voilà. C'est évident que les ados, c'est peut-être un peu plus complexe parce que les ados se confrontent à d'autres ados et puis après, pourquoi tu me regardes comme ça ? Alors, à l'ado de savoir ce qu'il veut faire. À l'ado de savoir ce qu'il veut faire. Juste de lui rappeler que parfois, il y a des choses un peu compliquées qui peuvent se passer. À lui de savoir quelle décision il prend. S'il n'est pas en âge de
Mais il n'est pas ado, donc. Quel âge? Là, je parle des adolescents. Quand ils sont petits, après, c'est à vous de voir. Si vous, véritablement, ça crée chez vous une angoisse, c'est très difficile parce qu'à un moment, l'enfant, eh bien, pour lui, ce qui est symbole de son judaïsme, ça sera l'expression de quelque chose qu'il faut cacher. Mais vous allez vraiment bien cacher les tzitzit, vous allez vraiment bien cacher son visage qui respire sa neshama. C'est un peu compliqué quand même, hein, tout ça. Et si dehors, il y en a qui disent hey, juif, le gosse dira pas, ah non, pas juif. Donc, je ne pense pas que c'est très nécessaire, sauf si l'enfant le réclame. Ou si pour vous, c'est une angoisse terrible. Dans ce cas-là. Hein. Dans l'adolescence, oui. Non, il n'a pas besoin. À vous de mettre en exergue. Est-ce qu'on va rentrer dans cette configuration maintenant de dire mon fils, tu prends le bus le matin pour aller au collège, mets ton bonnet, il fait froid, d'être un petit peu hypo. Non, un enfant, ne soyons pas hypocrites. Non, attendez, les enfants ne sont pas idiots. Vous pouvez, en effet, si vous pensez en votre âme et conscience qu'il vaut mieux, lui dire, tu sais, actuellement, les esprits sont très échauffés et tu as des gens qui réagissent de manière complètement idiote. Et ce serait un peu dommage qu'un imbécile te voie et te dise un truc ridicule. Alors peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que ce serait mieux que le temps que les gens se calment un peu, que voilà. Il faut dire que tu vois bien aujourd'hui ce qui se passe avec les musulmans. Ils sont tous surexcités contre les musulmans. Donc les gens qui ont une attitude, il y en a plein qui les agressent. C'est complètement idiot parce que tu as des imbéciles. Il faut éventuellement lui proposer de se protéger contre des imbéciles. Voilà. C'est une protection, lui dire ça. La protection... La protection, c'est le riba. Une petite fille juive de 10-12 ans aussi, elle n'a pas besoin de dire pas. On nous connaît qu'on est juif. Oui, de toute façon. Il y a une attitude, même nous en tant que femmes, les commerçants, ils savent qu'on est juif, alors qu'on a mis barbe ou pas. C'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire, madame. Et donc, quelle est votre question alors? C'est de savoir, est-ce qu'on doit, comme... Mais votre question... Mais votre question, chère madame, révèle la réponse. Puisque de toute façon, nous ne pourrons pas cacher, alors autant assumer. Mais néanmoins, si vous pensez qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui n'est pas nécessaire de mettre en place, alors faites-le. Supplémentaire, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire qu'un enfant se fasse repérer à 10 mètres. Mais si vous, en tant que maman, ça ne vous pose aucun problème et que c'est un choix de couple, il n'y a aucun problème. Je vous donne... Donc, si ça vous pose problème... Comment vous expliquez? Expliquez-moi. Ça nous pose problème parce que, vu le contexte... Donc, on leur explique. On a des vieilles peurs et des peurs qui sont légitimes, mais il y a quelques années, on avait au contraire, non, on sait qu'on est juif. Vous pouvez expliquer ça à l'enfant, vous pouvez lui dire que la Kolzmanvet, il y a des temps, et il y a parfois des moments de vie, il faut lui dire, tu sais, il y a eu des époques dans lesquelles le juif, on le regardait d'un œil bizarre, après ça passe, Baruch Hashem, et il y a de très longues époques dans lesquelles globalement les choses vont bien, et puis il y a de nouveau des moments dans lesquels parfois il y a des petites choses qui se passent, et dans ces moments-là, peut-être qu'on essaye de faire plus attention, c'est tout. Voilà, en tout cas, c'est la réponse que je peux vous proposer. Oui, madame. Mais pourquoi vous décidez que le jour où ils vont partir, vous allez avoir peur? Parce que j'entends autour de moi des mamans qui disent que le jour où il n'y aura plus de... Je vais redire la question à vote. Alors, l'armée est aujourd'hui devant les écoles, ce qui est au passage complètement fou. Hein. Mais bon. Et donc, on a moins peur. C'est intéressant, ça rassure. Même pas peur. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour où ils partent? Vous continuez à vivre. Hein. Le jour où ils partent, ils partent, quoi. C'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire, ils partent. Après Copernic, attendez un instant. Copernic, c'était en quelle année? En 80, si mes souvenirs sont bons. Après Copernic, pendant 1 an, on a nourri les CRS qui gardaient les synagogues. D'accord? Bon.
Et puis 1 an après, ils sont partis. Il n'y a pas eu de deuxième Copernic. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez me dire, oui, mais on a eu Toulouse. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi vous avez besoin de vous mettre ça dans la tête? Il y a failli. Vous savez combien de choses peuvent se passer tous les jours, chère madame? Alors arrêtons d'être dans des angoisses de ce type, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'irrépressible qui est à l'intérieur de vous, il est très adulte d'aller en parler à quelqu'un qui vous aidera à comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et ça n'a rien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien de négatif. Dire, voilà, il y a une peur qui me submerge, que je n'arrive pas à gérer, qui me dépasse, quels sont les moyens d'arriver à l'apprivoiser, c'est quelque chose qui est une démarche très adulte. Le souci, c'est que moi, réellement, j'ai pas peur. Non, mais je dis la vérité. Mais en parlant à mes amis, Il vous rastratise. ils me posent une question. Pourquoi j'ai pas autant peur qu'elle? Ben parce que tout simplement, vous avez décidé... Ils me mettent dans une psychose. Là, ma copine, elle m'appelle, elle me dit, attends, tu te rends compte, ils ont trouvé des armes chez un terroriste. Je dis, mais c'est normal, c'est un terroriste. Non, mais c'est la vérité. Mais attendez, quand votre copine vous appelle et vous dit ça, tu dis oui, et pourquoi tu as besoin de me le dire? Non, je lui ai dit, pourquoi je lui ai dit, non, mais je lui ai dit, en plus, vraiment, je lui ai dit. Alors, si elle a besoin de vous prendre comme sparring partner pour évacuer ses angoisses, vous lui dites, si ça ne te dérange pas, c'est sympa de me faire thérapeute, mais dans ce cas-là, je vais t'envoyer le tarif. Attendez. Non, maman, il faut reposer les choses. Pourquoi vous me dites ça? Ça ne sert à rien. Je suis quoi? Je suis enquêteur à la brigade criminelle? Non. Ah, mais j'ai besoin de le savoir. Et il y a des gens qui disent, non mais il faut savoir, c'est très important, il faut savoir. Donc coupez court, bloquez. Et les personnes, malheureusement, qui ont décidé d'être bêtes, laissez-leur cette liberté de l'être. On n'y peut rien, ça fait beaucoup de peine. C'est pas parce qu'une mère, hier, elle m'a dit, moi, je te préviens, s'il n'y a plus l'armée, je mets plus mes enfants. Très bien. Je veux dire, comment C'est dommage pour... Mais alors, il faut lui dire très bien, dommage pour tes enfants, mais je comprends. Point, remettez-les face à elle. De toute façon, elle n'a pas envie d'être convaincue, elle a juste besoin de verbaliser ses angoisses. Très bien. Recevez-les. Je comprends. C'est vrai. Mais si chaque fois qu'on nous avait posé des problèmes, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. Et vous avancez. C'est difficile. C'est difficile de se sentir une cible potentielle. C'est vrai. Vous savez, j'étais cet été en Israël et quand vous étiez couché par terre le long de l'autoroute, parce que quand la sirène elle sonne quand vous êtes n'importe où, vous faites des teilim pour le clan d'Israël et vous dites, et je m'inclus dedans. Et je m'inclus dedans. Et je fais partie de mon peuple et j'appartiens à mon peuple. Et on fait la tefila et Bezrat Hashem, les choses vont se calmer. Et à nous de savoir donner du sens, c'est-à-dire si ça nous est arrivé, alors essayons d'en faire quelque chose. Surtout, c'est ça qui est important. Vous savez, j'ai des jeunes qui spontanément ont décidé de faire Shabbat, ce Shabbat au moins. Et d'autant plus quand ils ont appris que Yoav, un de ses derniers textos que j'ai eu en main, c'était à une copine qui disait « Bon, alors tu fais ce Shabbat ?» Elle dit « Non, j'ai des examens. » Il dit « Allez, essaye. » Et puis pendant plusieurs... il était en train de lui expliquer et elle a dit « Bon, d'accord, je vais le faire. » Il lui dit « Ah bon, c'est comprends, pour les Juifs de France, c'est compliqué actuellement. » C'est-à-dire que voilà, c'est oui, ben voilà. Alors ça, alors... Vous voulez faire quelque chose pour ceux qui ne sont plus là? Faites ce qu'ils auraient aimé que vous fassiez s'ils étaient là, d'accord? Mais ça sera pas mal, hein? Votre question? Moi, j'ai juste une question. Allez-y, madame. Juste, enfin, je sais pas si c'est un rapport avec les enfants ou pas. Mais je vais la Mais, traduire. la peur générale de ce qui se passe nous fait penser à Israël. Alors tout le monde dit et parle de l'Alia ou pas l'Alia. Et la question, parce que vous disiez tout à l'heure, n'écoutez pas ceux qui disent c'est pas la faute de quoi, ou des explications, ou peut-être la Géoula, ou peut-être un signe, un signe. Mais on est dans la perspective, est-ce que c'est un signe, c'est une chose isolée, ok, ça va passer, dans 3 mois on va oublier, et ça va peut-être recommencer, parce que Toulouse on l'a dit, et ça a recommencé, Ilan Halimi on l'a dit, et ça a plusieurs recommencé. On est dans une situation où on ne sait pas trop où on se situe. En France, où notre vie, elle est plutôt, notre judaïsme ailleurs, en Israël. Pourquoi vous avez besoin des événements pour vous poser cette question?
C'est les événements de peur qu'on a. Alors imaginez que l'événement n'ait pas eu lieu. Quelle réponse vous auriez donnée? On a tous en soi l'envie d'y aller. Alors pourquoi vous n'y allez pas? Oui, mais c'est parce qu'on est né là, on est français, on aime Israël, et là on se dit, est-ce que là maintenant, c'est peut-être le moment de vivre son judaïsme là-bas. Mais c'est pas ma pensée à moi, je pense que c'est une pensée générale de la position des... Il n'y a personne qui se positionne sur ça. Oui, Ou enfin il est reparti un peu en arrière. Alors je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner une réponse. Si en partant demain en Israël, vous vous donnez les moyens, parce qu'on n'a jamais de certitude, mais vous vous donnez tous les moyens de faire en telle sorte que le judaïsme de votre famille et de vos enfants reste à minima au niveau auquel il était en France, voire plus, alors partez. Mais ayez une réponse à cela, une vraie réponse. Eretz Israël, c'est la finalité du clan Israël, sans aucune ambiguïté. Aujourd'hui, vous savez, on a créé un certain nombre de structures en Israël. L'objectif est que les Français qui arrivent puissent rester à minima aussi juifs que ce qu'ils étaient en France. Et le pari est loin d'être gagné. Loin d'être gagné. L'enjeu de l'Aliyah aujourd'hui, c'est tout simplement deux questions. La question de la Parnassa et la question du Chinour. Si vous avez véritablement une réponse, en tout cas des indications de tendance fortes, après à vous de savoir pourquoi vous ne partez pas. Si vous n'avez pas de réponse, alors vous construisez sur un pari. Et ça, tout dépend de la manière dont vous êtes construite vous-même, chacun d'entre nous. C'est pas la même chose quand on a des enfants de 3 ans, de 12 ans, de 15 ans. C'est pas la même chose quand on arrive là-bas avec de quoi au moins vivre pendant 1 ou 2 ans sans travailler, pour avoir le temps de s'engager, de trouver un travail. C'est pas la même chose si on sait dans quel milieu on veut grandir. Parce que, pardonnez-moi, le judaïsme à la française en Israël, il n'existe quasiment pas. Hein. Et quelque part, on y est habitué. Il faut créer les structures pour ça. Mais j'ai l'impression qu'au fond, si aujourd'hui vous avez des réponses à ces deux questions, alors oui, tout est ouvert. Si vous ne les avez pas, c'est plus complexe. Parce que tout simplement, il ne faut pas que l'Aliyah en Israël soit l'éclatement d'une famille et la yorida spirituelle. Il en est hors de question. Mais je ne dis jamais qu'une Aliyah, ce sera un éclatement de famille, une yorida spirituelle, qu'on soit bien clair. Par contre, il faut se préoccuper que ça ne le devienne pas. Et ça, c'est à vous de poser les choses clairement. Et puis savoir renoncer à une certaine forme de confort pour pouvoir en effet arriver à s'accrocher à la terre d'Israël. Mais ça fait partie de la vie. C'est-à-dire savoir renoncer à ce qui va être accessoire pour se retrouver dans un lieu essentiel. C'est vrai. Les écoles juives auront encore des enfants, Bezrat Hashem, dans les écoles. La communauté juive en France ne va pas partir en masse. Et les structures seront toujours autant nécessaires. Mais c'est vrai que la relation que l'on a à l'appartenance et aux choses sera peut-être différente. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous me dites pourquoi j'y suis pas, parce que nos maîtres nous interdisent pour l'instant d'y aller. Mais c'est clair. Je ne sais pas si on a besoin de nous. Mais en tout cas, à défaut d'autres, eh bien, pour l'instant, on a chacun un petit travail à faire, quoi. Mais c'est vrai que je ne me sens absolument pas lié d'une quelconque manière à un univers quelconque. On doit avoir de la hakarat hatov, de la reconnaissance par rapport à un pays dans lequel on vit. On doit être capable de s'inscrire à l'intérieur de ce qu'il est, dès lors que ça ne rentre pas en contradiction avec ce que la Torah nous demande. On doit, quand on est dans un lieu, participer à son développement, mais savoir qu'au fond, nous restons encore et toujours dans une ville-étape. Ça, c'est un petit peu le grand écart qu'on est obligé de faire. Et après, c'est chacun
par rapport à lui-même. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, l'Aliyah va se développer et qu'il est d'une nécessité absolue de faire en telle sorte qu'en Israël, il y ait des structures pour accueillir les Français et surtout des structures éducatives, et c'est un enjeu colossal. D'accord ? Et c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler de manière très concrète. Mais en même temps, il y a la réalité de ceux qui sont là et qui vont rester pour un certain temps encore. Voilà, c'est... Vous savez, Rabbi Lubavitch a dit un jour un très beau mot, enfin il a dit beaucoup de beaux mots, mais il a dit « Un juif doit vivre comme si le Mashiach allait venir demain et construire comme s'il allait venir dans 100 ans. » Regardez cette école. Elle était construite en quelle année ? 90. D'accord. 90, c'était les années moins glorieuses. On était déjà avec des choses qui commençaient à bouger. On aurait pu se dire, ça y est, il y a Israël, il y a ce truc, il y a ce machin, ça ne sert à rien. Il y a combien de milliers de gosses qui sont passés par ici, qui ont fondé de belles familles ? Vous ne le savez sans doute pas. Mais si, à l'époque, ceux qui ont eu la force de se dire « on est pour l'instant là, on construit, même si le Mashiach vient demain, on se lève et on part », s'ils ne l'avaient pas fait, on aurait été bien embêtés. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Comme le dit la chanson, entre les deux, mon cœur balance. Autre question ? Oui, madame. En fait, vous avez demandé effectivement une possibilité de montrer des images aux enfants, ça c'est clair. Le problème, c'est la cour de récréation, où toutes les familles ne respectent pas ce genre d'éducation, où les enfants vont voir, vont écouter, où on va déformer. Je me permets de raconter une anecdote parce que, étant en contact avec les parents, je reçois des informations de parents collés forcément. Et par exemple, on a un SMS que tout le monde a dû recevoir, une hostile immatriculée, tel numéro, telle couleur, tel machin. Je ne l'ai pas reçu. Terroriste, armé au jusqu'aux dents, etc. Donc, on a posé, enfin, forcément, je me suis adressée aux personnes responsables compétentes d'informer. Et là, on m'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui a baissé sa vie, qui a simplement insulté en disant vous les juifs, etc. Et c'est devenu, au fur et à mesure, la voiture armée. C'est ce qu'on appelle la rumeur. Chère madame, mais ils ne peuvent pas ne pas entendre ce que déjà nous, en tant qu'adultes, véhiculons. Mais posez-vous la question, pourquoi on le vit ? Mais attendez, c'est comme moi quand on m'envoie un SMS, si tu n'envoies pas le SMS à 12 personnes, alors tu vas subir les angoisses de l'avenue du Mashiach. Je dis, Mazel Tov, je ne savais pas que le Mashiach, ça se jouait par SMS. Sympa. Quand les gens ils disent quoi, mais Chazou Shalom, il faut faire, je leur dis, pardonnez-moi, le 11e des 10 commandements, c'est Al Texil, sois pas un imbécile. Le Chazonish, maître parmi les maîtres, a dit la chose suivante. Tout ce qu'on dit en mon nom, c'est faux. Et si ce n'est pas complètement faux, ça l'est sûrement à moitié. D'accord ? Donc si des maîtres qui sont des références sont capables de dire ce genre de choses, a fortiori ce qui se balade sur la toile et ailleurs, expliquez à vos enfants que ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Oh, ça va, c'est une base. Sinon, demain, vous leur donnez minute, journal d'extrême droite, parce que c'est écrit, c'est vrai. Donnez-leur le protocole des sages de Sion tant qu'on y est. À ce qui paraît, nous les Juifs, on est des catastrophes, va-t-il dire. Je l'ai vu, hein. C'est marqué dans un livre. Vous comprenez, à un moment, il n'y a plus de limite, quoi. Oui, question, il y a... Oui. Je voulais juste revenir sur ce qu'elle vient de dire, parce que je suis confrontée à ça tout le temps, même en dehors de cette période-là, mais cette période-là est encore pire, c'est-à-dire on n'a pas la télévision, on a des ordinateurs qui sont balisés, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Voilà. On n'a pas Internet sur les téléphones, et on a dans les écoles Lubavitch qui ont pour principe d'accueillir tout le monde, des gens qui ont le dernier iPhone sophistiqué avec tout dessus, et qu'on dit à nos ados
Et regarde, il faut absolument que je te montre ça. Et Quelle est la tu vas question? voir aux décapitations, aux flics qui se... Quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce qu'on a beau ne rien dire, on a beau essayer de faire passer ce que nous, on veut faire passer. En fait, à l'école, il passe tout à fait autre chose. Dans des écoles juives, Lubavitch, etc. Ou, enfin, les écoles juives de manière générale. Hein. Oui, Lubavitch ou ailleurs, si ça ne vous dérange pas. Oui, juives en général. Et donc, contre ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a Non, beau là, vous êtes en train, les beaux directeurs sont très au courant, je vous rassure tout de suite. Et là, vous êtes en train de me demander de faire une deuxième conférence. D'accord? Cette deuxième conférence, ça serait au fond sur comment apprendre à nos enfants à savoir mettre en place des filtres et à s'interdire à eux-mêmes de se confronter à des choses qui sont toxiques. Comment faire pour qu'un enfant, à un moment, dise à l'autre « ça ne m'intéresse pas de le voir ». Ça, c'est une véritable démarche éducative. On peut y arriver. Dès lors qu'on en a parlé, et dès lors que l'enfant sait que ça ne sert à rien. Je veux dire, ok, les gens ont vu, et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a juste des images qui hantent notre esprit, on n'est pas devenu plus intelligent pour ça. C'est-à-dire, à un moment, il faut mettre en mots, hein. Faut parler. Et à un moment, les choses se passent, je veux dire, c'est la folie, ils sont tous en train de passer à ce qui paraît sur le net, des vidéos de machin, mais ça sert à quoi? Et en plus, les gens vont voir ça, ils vont être angoissés. Alors, on va le voir juste parce que l'autre va nous dire de le voir. On va le voir juste parce que ça se fait de le voir, quel dommage. Et donc, à ce moment-là, l'enfant, il entend. Il fait sienne cette vision que l'on a des choses. Mais sinon, on court sans arrêt en train de pourvoir. Et après, on dit, c'est pas bien de voir. Il dit, attends, tu te moques de qui? Non, c'est tout. On est ici face au problème de cohérence. Je pense qu'on pourrait encore avoir d'autres questions, mais globalement, on a ouvert sur d'autres perspectives. Je vous remercie encore de votre écoute. Je nous souhaite, Bezrat Hashem, que toutes les écoles de parents et toutes les autres conférences n'aient que des thématiques qui seront importantes, mais qui ne seront pas pesantes, et que, Bezrat Hashem, ce qui s'est passé soit un souvenir certes douloureux, mais soit un souvenir qui ne soit ravivé par aucun autre événement. On se le souhaite très très fort, et à tout le clan d'Israël. Merci encore à Madame Katan de m'avoir permis de partager avec vous ce moment. Autre élément, autre information très technique. Si certaines personnes sont intéressées, vous savez que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Les 4 coupes de lait », dont le thème, c'est le développement personnel dans la tradition juive. J'en ai amené quelques-uns, pour celles qui veulent, et ceux aussi qui voudraient l'acquérir. C'est au fond, nous donner les moyens de savoir faire un travail sur nous-mêmes, sur pas mal de sujets. Si certaines personnes ont envie de repartir avec joie, en tout cas, Shavua Tov, Shabbat Shalom, puisqu'on est à l'angle, et à très bientôt, Bezrat Hashem. Dédier cette soirée. Ah ben allez-y, faites-le. Voilà. On voudrait dédier cette soirée à la Refoua Shlema de Shneor Zalman Ben Rivka.